Le camp de base. Le camp de base. Rencontre au sommet. Bienvenue dans la saison 3 du camp de base, l'émission des rencontres au sommet. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle facette de la montagne dans une conversation avec une personnalité. Ensemble, on contemple les grands espaces et on se raconte des histoires. Dans un monde en pleine mutation, dans lequel les hommes sont la principale force de changement sur Terre, surpassant les forces géophysiques et dans le contexte de changement climatique, à quoi ressemblera la montagne de demain ? Et quels sont les changements souhaitables ? Ensemble, on rêve la montagne et on s'y promène. Le camp de base, rencontre au sommet, est disponible en podcast tous les lundis dès 5h du matin sur les plateformes. Et si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à me soutenir sur la plateforme Patreon. Le lien est en description du podcast. Et sur le site internet www.campdebase-podcast.com. Du Brésil aux Alpes, ça fait déjà un petit moment que Damien Largeron filme les plus grands athlètes de notre siècle. Alors, comment on fait pour suivre les frères Ladevant et Simon Welfringer dans des faces à 300 mètres de haut, avec une caméra entre les mains ? Comment Damien a-t-il commencé la vidéo ? Et comment se retrouve-t-il maintenant à filmer sur la Tour Eiffel, sur les toits de la Monnaie de Paris, ou encore sur des cascades de glace pour des films produits par TF1, France 3 ou des reportages pour Télématin ? C'est tout ce dont nous parlerons ensemble dans ce nouvel épisode. Filmé sur la Tour Eiffel ou en Big Wall, c'est l'épisode 52 du camp de base et ça commence dès maintenant. Bonne écoute. Bonjour Damien. Salut Amélie. Et merci beaucoup d'être l'invité du camp de base aujourd'hui. Eh ben, merci à toi de m'accueillir, ça me fait super plaisir. J'ai envie qu'on commence par un petit jeu. Donc je vais te dire blablabla ou blablabla et tu vas devoir me répondre au tac. C'est des choses qu'on va ensuite détailler un peu dans l'interview. Est-ce que ça te va ? Ouais, nickel. J'espère que je serai assez réactif quand même. Est-ce que t'es prêt ? Je suis prêt, ouais. Pralognan-Lavanoise ou la colline de la Ouize ? Pralo. La colline de la Ouize, c'est la colline qui est au-dessus de Voiron. C'est ça. Et c'est là où je viens. ouais. Et j'habitais vraiment juste en dessous. C'est vrai. Et c'est un de mes premiers terrains de jeu. Est-ce que t'as grandi au Belvédère ? Alors j'ai grandi en dessous des Belvédères, Ok. dans une petite maison de ville, et qui se trouvait, le jardin était juste en dessous des Belvédères. Ok, je connais parce que je suis allée y faire une interview il y a une semaine, tu vois, donc C'est vrai? Ah, c'est ouf. c'est un peu improbable. Ah ouais, c'est complètement fou. Mais j'ai passé une grande partie de ma vie, de mon enfance et de ma vie, et ben juste en dessous de ces belvédères et juste en dessous de la Vouize. Ok. Voilà. Et ça a été mon terrain de jeu pour me promener, pour aller ramasser des champignons, pour faire du VTT. Et voilà, Ok. c'était assez fou, ouais. Donc Voiron, qui est une ville près de Grenoble, à peu près un quart d'heure en train. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Voilà. On a 20 bornes, je crois que c'est 20 km, qui était au pied de la Grande Sûre, Ouais. qui était aussi le massif montagneux qui me faisait rêver quand j'étais gamin. Et c'était mon baromètre pour savoir si la neige allait être bonne ou pas en Ok. Chartreuse. C'est très joli pour voir tous les feux d'artifice le 14 juillet sur la vallée. C'est Ah, c'est le top, spot. c'est top. Escalade ou vélo ? Escalade, Escalade ou parapente ? escalade. Photo ou vidéo ? Vidéo. Ok, pourquoi ? Parce que c'est marrant, parce que je viens de la photo Mhm. et j'ai toujours un affect concernant la photo et j'adore la photo. Mais la vidéo, en vrai, c'est mes premiers amours. En fait, quand j'étais ado, j'étais passionné de ski et j'adorais regarder les films de ski, les Poor Boys, Ouais. les TGR. Ouais. Et j'en ai maté. Je pense que mes parents, ils devaient être fous après. Mais je pouvais les regarder 3, 4 fois, 5 fois par jour. Et l'image me captivait, en fait. Voilà. Et la photo, pour le coup, ça vient des magazines de ski. Et les photos me faisaient voyager. Mais la vidéo, ça a été vraiment la période de ma vie où je pense que je me suis construite. Et du coup, je l'ai un peu enfoui au début de ma vie professionnelle.
Et aujourd'hui, je fais ce que j'avais envie de faire quand j'avais cet âge-là. Ok, tu t'étais déjà projeté en tant que vidéaste. Ouais, alors peut-être pas vidéaste, mais en tout cas dans l'image. Je savais pas si ce serait la photo ou la vidéo. Ok. Et il y avait un autre truc qui me faisait rêver à cette époque, c'était d'être guide de haute montagne, tu vois. Et ça a été enfoui des années et des années Ok. entre mes études et le début de ma vie professionnelle. Ouais. Et un jour, en fait, je vivais pas la vie que j'avais envie de vivre, vraiment. Je pensais que ça l'était, mais en fait, non. Ok. Et du coup, aujourd'hui, je me retrouve dans la vie que j'avais envie de vivre Ouais. à ce moment-là. Ok. Et en fait, je pense que c'est vraiment ce que j'avais envie. Mais c'est chouette. Justement, tu vois, on peut peut-être parler un peu de ce que tu as fait avant ça. Ouais. À la suite de tes études, qu'est-ce que tu as fait justement comme travail? Parce que Et c'est un peu ta reconversion là. ah mais complet. Complet, en fait, après mon master de commerce, j'ai été commercial en fait, dans l'industrie. Et donc ma spécialité, c'était de vendre des colles et des adhésifs dans le milieu de l'industrie. Alors ça pouvait être l'automobile, l'aviation. Et en gros, je travaillais avec les bureaux d'études sur des assemblages qui ne soient pas mécaniques, c'est-à-dire qui ne soient pas des rivets, qui ne soient pas de la soudure, qui ne soient pas de la vis et de l'écrou, et qui soient justement du collage, parce qu'en fait, les colles ou les adhésifs ont des propriétés assez particulières, et dans certains domaines, tu en as besoin. Et en fait, la colle ou l'adhésif fait partie intégrante de notre vie. Tu vois, il y a plein de trucs qui sont collés et tu le sais même pas. Ok. Genre, typiquement, ton téléphone, ton iPhone, Ouais. et c'est tout collé à l'adhésif. C'est pour ça que quand tu dois changer une vitre, ils mettent du sèche-cheveux comme ça. Ouais, c'est ça. Des fois, là, t'as des colles UV. Et en fait, c'est hyper Ouais. technique. Tu vois, il n'y a pas de vis. Et donc, Ouais. du coup, c'est hyper technique. Et ça, c'était mon boulot, en fait. Ok. Et j'ai fait ça pendant 10 ans. Et en fait, je me retrouvais dans un univers qui était technique et hyper intéressant, tu vois, mais qui ne me correspondait pas. Et à un moment de ma vie, je me suis dit, waouh, est-ce que je fais ça pendant encore 40 ans pour vivre à la retraite, ou est-ce que je tente ma chance dans un univers que j'aimais bien? En parallèle, je m'étais monté en auto-entreprise parce que je commençais un peu à avoir des contrats en photo. Ok. Et il m'a fallu quand même 2 ou 3 ans pour me dire que j'avais le droit de vivre la vie que j'avais envie. En fait, couper un peu le cordon ombilical de de mes parents, parce qu'en fait, au final, c'était l'éducation que j'avais. La photo, c'était pas un boulot, en fait. Un boulot, un vrai boulot, c'est quand tu bosses dans une entreprise, en fait. Et voilà, du coup, ça fait 5 ans que je fais ça et je regrette pas du tout. Et en plus, ça marche. Et en plus, ça marche, donc Donc, c'est vous chouette. pouvez, si vous nous écoutez, ça sort complètement du contexte de la montagne, mais vous réorientez à plus de 30 ans et en fait, si vous êtes passionné, Ah c'est un ouais. peu une phrase de vieux. Mais complet. Si t'es passionné, tu peux faire tout ce que tu veux, Mais- c'est très important. c'est, Pardon. c'est tellement ça, en Là, c'est vrai. les boomers qui vous Mais parlent, complet. mais c'est la vérité. Hein. Mais c'est la vérité. Ouais. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, on vit dans une société qui est vachement régie par l'éducation, Ouais. Et le de nombre nos- de diplômes. voilà, du diplôme. Mm. Et en fait, moi maintenant, je vis en montagne et j'ai plein de copains qui sont on va dire, qui sont guides, qui sont Mhm. moniteurs de parapente, enfin moniteurs de ski, moniteurs de parapente, et qui gagnent très bien leur vie et qui sont passionnés et qui évoluent dans un milieu qui est hyper chouette. Et ça marche en fait. Ouais. Et on n'est pas obligé d'être moi j'appelle ça, enfin ça fait quelques années qu'on appelle ça comme ça, un col blanc, à travailler 60 heures par semaine dans une entreprise qui vous fait miroiter des choses et qui n'arrive jamais parce qu'il y a au final, il y a je trouve, d'opportunités. Et en fait, et être heureux en fait. Mhm. De pas attendre d'être à la retraite. Ouais, Pour, exactement, ouais. Mais c'est ce qu'on se disait un peu en off de l'émission, c'est comment finalement est-ce qu'on vit de manière quand même assez frugale, mais en faisant les trucs enfin, on consomme pas outre mesure. Non, ouais. Mais comment est-ce que on fait ce qui nous plaît avec des budgets toujours serrés, mais en faisant les trucs qui nous font rêver, quoi. Et bah ouais. En fait. Et moi, tu vois, je gagne bien moins ma vie qu'avant. Ouais. J'ai un plus petit salaire, Mhm. mais qui me permet de vivre. J'ai pas besoin trop de me priver, mais qui me permet de vivre. Et à côté, je fais énormément de choses. Ouais.
Alors c'est sûr, c'est des contraintes. Il y a toujours des contraintes, hein, même si tu es à ton compte. Oui. Mais, euh, mais en fait, j'ai cette liberté de faire ce que je veux, comme Ouais. j'ai envie de le faire. Ouais. Et ça n'a pas de prix. Et si t'as envie de travailler en pyjama Ah le bah, lundi depuis ton lit, tu bah peux ouais. le faire et ça, c'est Ou si vraiment tu as génial. envie d'aller skier parce que c'est gavé de poudreuse, et bah tu te dis, bah vas-y, je vais skier, quoi. Ouais, et puis je bosserai ce soir et C'est ce sera ça, très bien. exactement. Ouais, c'est vrai que c'est quand Et même un ça, point fort. pour moi, c'est hyper important maintenant. Alors, c'est quoi, toi, ton camp de base et il est composé de quoi? Alors aujourd'hui, mon camp de base, c'est Pralognan-Lavanoise. Ah. Et c'est marrant parce que Pralo, je connaissais pas Ouais. jusqu'à il y a 3 ans. Et en fait, même il y a 2 ans et demi. Et en fait, je suis tombé amoureux d'une fille, une pralonianaise. Et en fait, je suis arrivé là-bas. Et j'ai dit, waouh, là c'est ouf, c'est trop beau. Et en fait, c'est un terrain de jeu, mais formidable, où je peux m'exprimer en vélo, en parapente, en trail, en ski, en alpi et en escalade aussi. Un peu en via ferrata quand on a envie, à la cascade de la Frêche, tranquille. Exactement. Et du coup, pour moi, c'est un paradis parce que je peux tout faire à pied de chez moi. Et maintenant, j'ai même du mal à... C'est marrant, mais j'ai du mal à redescendre. Il y a peut-être 2 ans, je t'aurais dit que mon camp de base, c'était Voiron, mais en fait, maintenant, c'est Pralo, quoi. Ouais. On peut dire avec qui t'es? Bah ouais, il n'y a, Ouais. y a pas de secret, donc pas de souci. Ouais, parce qu'on a déjà entendu pour les habitués du camp de base Pralognan-Lavanoise en tant que camp de base avec Charlène Plaisance. Exactement. Exactement, Charlène qui était venue dans les tout premiers épisodes du camp de base en saison 1. Ouais, je crois que c'était derrière Jérémy. Exactement, c'était peut-être l'épisode 5 du camp de base. Exactement, Donc, ouais. ça nous rajeunit pas. Mais effectivement, c'est marrant parce qu'on avait. C'est la seule invitée du camp de base qui a eu l'opportunité d'enregistrer un épisode dans ma chambre d'enfant chez mes parents, en fait. Voilà. On Ah, s'était je savais posé pas sur mon ça. bureau d'enfant, tu sais, Ouais, trop bien. pour Ah, c'est enregistrer énorme. après C'est énorme. une journée de ski, quoi, à Ouais, SF pour elle. c'est ça. Ouais. Et alors, ça ressemble à quoi, Pralognan? Ah, c'est trop beau. C'est entouré de montagnes assez hautes. Alors, certaines personnes qui n'ont pas l'habitude de la montagne peuvent se sentir oppressées. Ouais. Moi, au contraire, je me sens hyper bien. Donc, en fait, il y a plein de gens qui disent que tu es entouré de face nord. Ouais. Et moi, c'est marrant, quand je reviens à Pralo, juste avant d'entrer de Pralo, j'ai un peu l'impression de rentrer en quelque sorte dans la vallée du Yosemite. Ok. Voilà, ça me fait penser à ça. C'est une vallée dans laquelle tu es déjà allé? J'y suis allé il y a assez longtemps, où j'ai vu de loin. J'ai pas Ok. grimpé, hein. Mais voilà. Et alors pour moi, c'est une vallée avec des... Je me trompe certainement, mais c'est une vallée avec des falaises, effectivement, à pic, comme on les trouve là, Ouais, avec le grand marché c'est sur ça. Pralognan, là, qui tombe comme ça, Ouais. le Beauchor d'un côté. Pour moi, c'est des falaises qui sont rouges. Est-ce que c'est vrai ou pas? Les falaises du Yosemite, Ouais, c'est alors, gris finalement. bah c'est du granit. Ouais, ah ouais, Donc je dirais pas que c'est rouge. Tu sais, d'accord. c'est un... Je sais pas comment dire. Tu vois, c'est un sort d'orange pâle un peu, tu vois. Ouais, oui, C'est voire même du granitique. rose. Ouais. D'accord. C'est pas vraiment rouge, ouais. Ok. Mais en fait, c'est vraiment... Tu vois, Pralo, c'est, comme tu dis, là, la face du grand marché qui doit faire 1000 mètres à peu près. Ouais. Et en fait, ça fait penser à ces bigots. Alors, c'est pas du tout la même chose. On n'est vraiment pas sur des bigots, là, Pralo. Mhm. Mais je sais pas, ça me fait penser à cette entrée dans cette vallée, tu vois. Ok. Voilà, c'est... Trop bien. Avec en plus, ces sapins, cette petite route qui tourne, on voit Ouais, rien, on est vraiment contraint dans la forêt. Et puis, ouais, hop, ça s'ouvre. c'est ça. Alors après, il y a quand même moins de forêt à Pralo. Ouais. Mais voilà, voilà, c'est vraiment trop, trop beau. Ok. C'est hyper beau l'été. C'est hyper beau l'hiver. Ouais, Pour le ski de rando, c'est juste le paradis. c'est clair. Pour la rando l'été également, mais il y a plein de choses que tu peux faire l'été, comme du parapente aussi. Ouais. Et un petit peu d'escalade, même si c'est pas le sud de la France avec ou le Verdon, par exemple, mais il y a quand même de quoi faire. Ouais. T'as des belles faces comme la face nord de l'Aiguille de la Vanoise, par exemple, où t'as des superbes voies classiques. Ouais.
T'as la traversée de l'aiguille de la Vanoise qui est mais juste majestueuse avec la grande case juste derrière. T'as aussi le rocher de Plaça qui surplombe la brèche de Portetta. Et là où t'as une vue à 360 entre Courchevel et Pralognan. Et ouais, c'est magnifique, quoi. Ouais, c'est très très joli. Écoute, on aura l'occasion de retrouver Pralognan parce que je vais aller voir Félix dans les alpages Ah, de trop cool. Ritor, Ah, qui produit du Beaufort. Donc on a. franchement, c'est le meilleur. Ouais, c'est C'est clair. le meilleur Beaufort du coin. Ouais, on devrait pas le dire, mais effectivement. Ouais, Voilà, donc on y retournera au printemps ou à l'été. On ok, a ouais, prévu trop ça bien. avec Bah. Félix. La question que je me posais, moi, c'est à quoi elle ressemble ton enfance finalement à Avaron, parce que c'est pas vraiment connu pour le ski, même si on n'est pas loin de toutes les stations de Chartreuse, de Beldon, du Vercors. Est-ce que tu pratiques déjà une activité en montagne quand t'es petit avec tes parents? Et ben alors, pas du tout. Ok. Mais mes parents sont pas du tout de la montagne, en fait. Mon père, il est lyonnais, mais il a grandi dans les Vosges. Ah, un Voilà, Vosgien. un Vosgien, voilà, vers Épinal, pas loin d'Épinal. Et ma mère, en fait, elle vient de l'Est de la France, elle est de Metz. Et en fait, ils se sont installés là. Moi, j'étais pas encore né. Ils sont installés à Voiron. Et on va dire que la seule expérience de montagne de mes parents, enfin de mon père surtout, c'est le ski. Donc nous, on a appris, enfin mon frère et ma sœur et moi, on a appris surtout à skier. Et on va dire, moi, mon premier souvenir, par exemple, d'escalade, c'était au centre aéré, et je devais avoir 4 ou 5 ans. Il y avait un animateur qui s'appelle Sylvain, et qui nous avait fait grimper sur un petit mur qui était au centre aéré, en fait. Bah, c'est marrant, c'est une image qui reste hyper ancrée en moi. Et je suis tombé en amour avec l'escalade. Mais c'est que beaucoup, 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 beaucoup plus tard que j'ai commencé vraiment l'escalade, en fait. Mais ouais, à la base, non, Voiron, pas du tout. On faisait un peu des randos, mais mes parents sont pas du tout du milieu montagnard. Donc en fait, non, voilà, c'était beaucoup de vélo, beaucoup de. Moi, j'étais tout le temps dehors avec mon frère, faire des cabanes, à courir, à faire du VTT. Voilà, et après l'escalade beaucoup plus tard, ouais. Et justement, c'est à quel âge que tu commences vraiment l'escalade alors? Alors l'escalade, je commence quand je suis en troisième. Ah oui, c'est plus tard, mais c'est que t'es quand même encore ado. Ouais, Ok. exactement, ouais. Parce qu'en fait, enfin, j'ai eu une grosse période où en fait j'ai fait pas mal de sport. J'ai zappé un petit peu. Je pense je me retrouvais pas dans les sports que j'essayais. Et l'escalade, c'était quand même pas financièrement parlant, c'était pas accessible, tu vois, entre la licence, le baudrier, les chaussons. On n'avait pas du tout cette offre qu'on a aujourd'hui avec certaines grandes enseignes. Et c'est vrai que vu que je zappais de sport en sport, mes parents, ils avaient du mal à me dire, bah ok, on t'inscrit à l'escalade. Et en fait, chaque année, je me souviens, au Crêpes de Voiron, il y avait la fête du sport. Et c'était en septembre, et en fait, tous les clubs étaient représentés. Et moi, j'allais uniquement à la fête du sport pour aller faire de l'escalade au club local. Et en fait, il m'a fallu plusieurs années pour arriver à rentrer dans le club qui s'appelle Eva pour grimper. C'est super. Et en plus, il me semble qu'à Voiron, il y a des chercheurs qui travaillent sur le mouvement des athlètes qui font de l'escalade, justement pour optimiser les mouvements. On en reparlera aussi dans le camp de base Ok, dans énorme. quelques Ça, c'est temps, hyper intéressant. Je ouais, savais pas, tu vois. si je me trompe pas. Ok, Il me semble ouais. bien. Trop bien. Donc tu commences l'escalade et là tu te dis je vais faire ça. Et ben voilà. En fait, bah, je commence en troisième. Je suis happé la pratique, en fait. Et là, je fais, ouah, c'est complètement fou. Et après, je vais au lycée donc, qui s'appelle Ferdinand Buisson à Voiron. À côté de la gare. Exactement, qu'on appelle la NAT. Et là, j'y vais essentiellement parce qu'il y a une option de sport de montagne avec un guide qui s'appelle Pierre Claire. Je grimpais 3, 4, 5 fois par semaine entre le club et l'option. Et on faisait des stages, et des stages donc d'escalade, et des stages de grande voie, et des stages de ski de randonnée, tu vois. Et donc en fait, on va dire que ma première vraie découverte de la montagne, en fait, c'est grâce en fait, cette option de sport de montagne avec Pierre qui, quand je prends un peu de recul, aujourd'hui ça se ferait plus, mais en fait il se bougeait de ouf. Et tu vois, il a emmené, alors juste avant que j'arrive, l'année d'avant où j'arrive, il a emmené quand même les élèves au Mont Blanc, tu vois, par exemple. Et d'ailleurs, suite à cette option de sport de montagne, t'as plein d'alpinistes aujourd'hui
qui sont sortis de cette option. Et c'est un truc de fou, comme Aymeric Clouet, par exemple, qui est guide de haute montagne et qui a fait énormément d'alpi, et qui en fait toujours énormément à haut niveau. T'as Erwan Madoré aussi, qui est un peu moins connu, mais qui a fait beaucoup du coup, de ski alpi en compète. Il a fait beaucoup de choses en alpi. On le connaît un peu moins, mais il a fait des trucs de fou. Ok, Et voilà, ça a été vraiment, je pense, un tremplin pour beaucoup de jeunes de Voiron, quoi, et des alentours de Voiron, quoi. trop bien. Et est-ce que tu prends tout de suite le parti de te dire quand je vais en montagne, je prends mon appareil photo, mon appareil vidéo pour en faire des images ou c'est vraiment deux pratiques qui sont décorrélées? Et ben alors, figure-toi que à ce moment-là, j'avais rien. Ouais. En fait, j'étais pas encore là-dedans. C'est tout simplement, je me disais qu'un photographe, il devait avoir un réflexe. Et sauf que les réflexes, à cette époque, pour moi, c'était inabordable. Et en fait, c'est vachement plus tard, quand je suis arrivé à Lyon, après mes études, pour bosser, où j'étais en coloc avec Thomas Caléron, qui est un ancien membre de l'équipe de France de bloc, et qui habitait à Lyon, et qui est aussi passionné d'images. Et donc, du coup, j'étais avec lui en coloc, et puis c'était un moment où il changeait de boîtier photo, et du coup, j'ai racheté son réflexe. J'étais déjà assez vieux, hein, je devais avoir enfin vieux. Je devais avoir 26 ou 27 ans, tu vois. Et c'est mon premier appareil photo. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à prendre beaucoup de photos d'escalade. Parce qu'avec mes potes, on partait hyper souvent, soit en voyage, soit en week-end. On était tous les week-ends en falaise. Et toutes les vacances, on partait en voyage escalade et on revenait sans photo. Et c'est là où j'ai commencé à faire en fait de la photo. Et du coup, ça a été mes cobayes. Et c'est là où j'ai vachement appris la photo en fait. C'est dur d'apprendre la photo en montagne? J'ai pas l'impression que ce soit dur, c'est de la pratique. C'est beaucoup de pratique et en fait la photo en fait c'est qu'une petite partie infime. T'as surtout la partie sécurité et comment t'évolues pour pouvoir monter, pour pouvoir prendre tes photos en fait. Et comment tu te places. Ça, c'est une question hyper importante. Donc, tu as sorti dernièrement là 3 films. Ouais. Priceless Climb, c'est pas facile à dire. Non, c'est pas facile. Plan B et Alpine Trilogy. Ouais. Donc, tu suis des athlètes. On en parlait en off hein, de cet épisode. Toi, tu te considères pas forcément comme un athlète, pour autant, il faut que tu les suives. Ouais. Alors c'est vrai que en fait je me considère pas comme athlète parce que j'ai pas leur niveau. Même si je grimpe depuis très longtemps et que j'ai quand même un bon niveau, ou même en montagne, mais je suis loin, loin, loin d'avoir leur niveau. En fait, mon métier, c'est de suivre des athlètes et de pas être un boulet pour les athlètes. Donc, faut quand même avoir la caisse. Toi, d'ailleurs, j'ai un coach que j'ai pris depuis cette année. Alors, pour d'autres raisons aussi, mais en fait, c'est un coach qui me permet, où je cours énormément, je fais beaucoup de dénivelé, et pour avoir justement la caisse. Il faut pas être un boulet. Il faut savoir gérer sa sécurité. Il faut savoir évoluer dans cet environnement montagne ou en paroi, mais sans jamais être un boulet. Donc du coup, des fois, même assez souvent, quand je suis en paroi, par exemple, avec des grimpeurs, je me retrouve à faire, à organiser les relais, à hisser les sacs, justement parce que tu fais partie de la cordée. Ouais. Donc en fait, je remonte sur des cordes, tu vois, je grimpe pas avec eux dans du 8C, je suis pas capable, mais je fais partie de l'équipe. Alors, voilà, peut-être que certains diront oui, t'es un athlète parce que t'es capable de les suivre, mais moi, je me prends pas du tout pour un athlète, en fait. C'est marrant cette question peut-être de l'image et de ce qu'on voit des films que tu fais, c'est-à-dire que tu mets en avant ces athlètes, tu fais partie de la cordée, mais toi, on ne voit pas. Ouais, bah, parce que je pense, je sais pas si c'est de la timidité ou quoi, j'ai énormément de mal à me mettre en avant. Bah, je me mets pas facilement en image dans les vidéos parce que j'ai l'impression que ça a pas de sens pour la vidéo, en fait. Mais ouais, il y a une gêne. Il y a une gêne déjà de ma part de me mettre devant la caméra. Peut-être de timidité. Alors c'est vrai que je suis pas. Faudrait peut-être que j'en parle à un psy, mais c'est voilà, ouais, c'est. Et dans justement Priceless Climb, Mhm. T'as réussi. le film s'ouvre avec justement le défi que tu lances aux athlètes toi-même. Donc tu fais quand même partie de l'histoire. Le défi, c'est d'aller faire une aventure
Bike et Grimpe, avec Simon Welfringer et les frères Ladevant. C'est ça, ouais. Et puis il y a Il y a aussi Thomas Johannes, Ouais. qui est un ancien de l'équipe de France de difficulté. Il a fait 12 saisons en équipe de France et en Coupe du Monde de difficulté, avec des très beaux, un beau palmarès. La difficulté, c'est... C'est les voies. D'accord, Voilà. ça roule. Et donc, tu leur lances le défi d'aller donc faire des sommets plutôt vers l'Italie, les Dolomites. Voilà, c'est ça. En gros, on est allé sur les Trecime, en face nord. Ouais. Voilà. Et après, on est allé en Allemagne. Et le tout, c'était de le faire en vélo et dans un budget ultra réduit. Qui ne coûte pas plus que le prix d'un iPhone. Exactement. Donc ça vous coûte quelque chose comme moins de 900 €. Voilà. Avec l'achat du matériel, Voilà. on voit que les frères Ladevant achètent des vélos à 100 ou 150 Ouais, c'est €. ça. Comment ça s'est passé? Et ben, alors pour la petite anecdote, ça c'est, enfin, il y a peu de monde qui le savent. Mais en Ah. fait, ce projet, je l'ai eu en tête parce qu'à chaque fois que je rentrais d'aventure, j'en parlais à mes parents forcément. Puis mon père, il me disait toujours, ouais, vous êtes un peu des bobos de la grimpe ou de l'alpinisme, parce que bon, c'est sûr que ça te coûte pas cher, mais en fait, vous êtes tous sponsorisés. Ça a vachement résonné en moi, ça a vachement fait écho. Et c'est vrai qu'en fait, dans le milieu de l'escalade ou de la montagne, tu vois pas trop de milieux défavorisés. Parce qu'en fait, le matériel il est hyper cher. Et du coup, je me suis dit, waouh, est-ce qu'il y a moyen de partir en aventure en achetant du matos d'occasion et que ça revienne vraiment pas cher, quoi. Et que ce soit forcément accessible tout le monde. Et moi, j'ai pensé à cet iPhone parce qu'aujourd'hui, en France, je crois qu'on est 80% à avoir un smartphone. Et tu vois souvent des iPhones. Puis l'iPhone, c'est assez parlant. Tu vois beaucoup d'iPhone dans la main de jeunes ou de moins jeunes, tu vois. Et même des gens qui n'ont pas forcément les moyens, mais qui achètent quand même un iPhone parce que ça donne une certaine, j'imagine, une certaine stature. Et je me dis, mais en fait, si quelqu'un est capable d'acheter un iPhone à ce prix-là, en fait, on est capable de pouvoir mettre le prix dans du matos d'occasion et partir en aventure. Voilà, parce que moi, en fait, l'aventure, ça a toujours été ultra bénéfique. C'est quelque chose de beau, même si tu sors souvent un peu du confort que tu as dans ton appart, mais ça fait toujours des beaux souvenirs. Et je pense que ça devrait être accessible à tout le monde. Voilà, donc du coup, c'est un peu la genèse du projet. Et alors, on vous voit réparer vos vélos sur la route, Ouais. en baver un peu sur des pitons qui tombent. Ouais, et ben ouais, le matos d'occasion, c'est pas toujours fiable. Et on a essayé de le fiabiliser au maximum. Mais en fait, c'est pas si évident que ça. Donc, il y a le pédalier de Luna qui, Tombés. qui faisait des siennes et qui est tombé. Moi, j'ai eu ma cassette qui s'est cassée. Donc ça, c'est pas dans le film, mais ma cassette arrière qui s'est cassée. Donc, il a fallu qu'on trouve un magasin qui soit capable de me la changer. Et voilà, on a eu pas mal de petits soucis, mais ça fait partie de l'aventure. Ouais. Et c'est ce qui fait que c'est drôle, en fait. Ouais. Donc, on l'a vachement bien pris. Après, bah ouais, les voies, on a eu des pitons pourris. Ouais. C'est un peu... En fait, c'est des voies qui ont été ouvertes par les frères Huber. Voilà, en fait, c'est des Allemands. Enfin, c'est un peu l'engagement, tu vois. Du coup, des fois, c'est un peu chaud, ouais. T'as aussi fait 2 autres films, donc Plan B et Alpine Trilogy. Alpine Trilogy, ça se passe aussi dans les Alpes et en vélo, mais c'est pas quand même le même film du tout Non, que pas du tout. celui que t'as proposé avec les frères Ladevant. Tu peux nous en parler? Ouais, alors, Alpine Trilogy, c'était avec Nico Favres et Seb Berthe. Et en fait, c'était post-Covid. J'ai Seb qui me prend contact avec moi pour savoir si j'étais chaud de le suivre à travers l'Europe. Eux, ce qu'ils voulaient faire, c'était la trilogie alpine. En fait, la trilogie alpine, c'est pas celle qu'on connaît dans des trois grandes faces nord des Alpes. C'est trois grandes voies extrêmes qui se trouvent en Suisse. Donc, c'est Silbergeier. Mhm. En Autriche avec ça c'est super dur à dire. Chacun son C'est dans le tour. Wilderkaiser. Et une grande voie en Allemagne qui est aussi ouverte par les frères Huber. Ok. Et en fait, c'est les trois plus belles grandes voies et les plus dures grandes voies des Alpes. En Ok. fait.
Et donc, du coup, le but, c'était de faire un trip un peu écolo, c'est-à-dire en vélo, sans carbone. Et le petit crux du trip, c'était qu'on devait prendre les chiens. Parce qu'en fait, Nico, il venait tout juste d'avoir Bincha, Oui. et qui était toute jeune, je crois qu'elle avait 3 ou 4 mois, et il pouvait pas la laisser toute seule, en fait. Donc du coup, Seb, qui a aussi un chien qui s'appelle Crooks, a dit, bah, vas-y, banco. Et en fait, mine de rien, ces chiens ont apporté énormément et faisaient vraiment part de l'aventure. Et moi, qui avais jamais eu de chien et qui connaissais pas plus que ça, mais ça a été assez énorme. Et pour l'anecdote, l'année dernière, on a présenté sur un festival pyrénéen. Et donc, il y avait Seb et son chien Crooks. Et c'était marrant, je les avais pas revus depuis parce qu'ils étaient partis, tu sais, aux US en bateau. Et Crooks, il m'a reconnu direct. Et il était à Donf. Et c'est ouf. Je me suis dit, waouh, la mémoire qu'il peut avoir. Alors que Enfin, toi, tu te dis pas qu'un chien puisse avoir une mémoire pareille, quoi. Il a Voilà, apprécié l'aventure finalement. ouais, exactement, ouais. Comment ça s'est passé ces deux films comment est-ce que tu trouves des sponsors? Tu as des athlètes qui t'appellent, qui te disent, ou toi tu as des idées et t'appelles des athlètes, mais comment est-ce que tu trouves de quoi sponsoriser ces films pour avoir justement la capacité de, bah en fait juste, il y a un moment donné, il nous faut qu'on vive, tu Ouais. vois, qu'on soit podcasteur, qu'on soit sondier ou qu'on soit vidéaste, faut qu'on mange. Bah ouais, on mange aussi. On mange. Et on a même un toit au-dessus de la tête. Exactement. Voilà. Là, par exemple, sur ces deux films, c'est deux approches hyper différentes. Alpine, on est parti, on avait zéro sponsor en fait. Je fais pas que des films pour les festoches, je fais de la création de contenu pour les marques, la vidéo, de la photo, et on va dire que c'est une grosse partie de ce qui rentre sur mon compte en banque. Et en fait, les films, pour moi, c'est vraiment un plaisir. Donc là, on est parti sans sponsor, en se disant, on verra ce qu'on va être capable d'en faire en fait. Et du coup, on a fait un film sans argent à la base. Et en fait, on a monté quelques images aux sponsors de Nico et de Seb. Et ils ont dit, ah ouais, mais c'est trop ouf. Vous êtes post-Covid, il n'y en a pas d'autres films, ça sort vraiment de l'ordinaire. Et c'est là où on a réussi à avoir des budgets pour pouvoir financer la production du film, en fait. Donc tu prends le risque au départ de te dire, on verra bien si quelqu'un nous suit après avoir fait les images. Exactement. Là, sur ce cas-là, ouais. Ok. Vraiment par pure envie, parce que le projet est beau, en fait. Ouais. Et j'avais envie de le faire. Ok. Et donc là, sur ce coup-là, ça a été comme ça. Et après, Priceless Climb, ça, c'était, vu que ça c'était une idée que j'avais, Mhm. et je savais avec qui je voulais le faire, donc avec Tristan, Luna, Simon, Petit Tom. Là, je me suis dit, bon, ok, on a un concept, on va faire un dossier, et on va aller voir, on va faire un peu du porte-à-porte, et on va aller voir des partenaires. Donc les partenaires des gars, et voir ce qu'on peut avoir. Moi j'avais budgétisé le, le coût que ça coûte un film. Et du coup, on allait voir les sponsors. Mhm. Voilà. Et là, en fait, avant de partir, on avait déjà réuni le budget pour pouvoir produire le film. Plan B, bah, c'est pareil. Plan B, c'était fin Covid. Mhm. Et Tristan, Luna et Joe, ils voulaient partir à faire du bigol au Brésil, parce que ça leur manquait l'aventure. Et pareil, on est parti. Et là, on n'avait pas de sponsor. Moi, je les ai suivis parce que le projet était trop cool. Je savais pas ce que j'allais attendre du Brésil. Et là, j'ai dit, bah vas-y, feu, on y va, et puis on voit ce qu'on fait après. Et typiquement, là, c'est un très, 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 très bas budget qu'on a financé à trois avec Tristan, Luna et moi-même, en fait. Et comment ça se passe justement, tu vois, dans la ligne éditoriale de, tu vois, ok, il y a ce projet, très bien, on l'a financé ou on l'a pas financé, mais pour se dire, en gros, la ligne éditoriale, c'est qu'est-ce qu'on va raconter aux gens par notre film. Comment est-ce que tu travailles justement à ça, toi? Est-ce que tu t'y vas, tu prends des images et puis tu te dis, ben, on verra bien ce qu'on peut fabriquer après avec, ou est-ce que tu as déjà un angle avant de partir? Et bah, c'est pareil, c'est hyper, hyper Variable. variable. Il y a des fois, bah, typiquement comme plan B, on se dit, on y va, on se fait plaisir. Je ramène des images, et après, on voit ce qu'on en fait. Typiquement, là, c'était comme ça. Là, l'année prochaine, on va faire un film avec Tristan et Luna. Ouais, je peux pas trop en parler parce que c'est un peu, c'est pas top secret, mais on veut pas trop en parler encore. Mais globalement, là, on a quand même, là, je travaille aussi avec Thibaut Gachet, qui est réalisateur et qui filme aussi.
qui est en tarentaise également. Et là, en fait, on a une idée de base, un pourquoi, un fil conducteur. Et là, on a tourné un teaser. Donc, en fait, on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on va faire. Et du coup, là, on arrive avec une vraie ligne éditoriale. Donc là, on va travailler avec des personnes qui vont chercher des financements pour nous. Et c'est grâce à ce qu'on a produit, le pourquoi, le fil rouge, et qui sont Tristan et Luna, qui vont aller nous chercher des financements, en fait. Mais en fait, c'est hyper variable. Il y a des fois, il y a des projets qui se décident comme ça, lors d'une soirée, lors d'un repas, on se dit, ah ouais, viens, on va au Brésil, on va faire du big wall, ok, trop bien. Et il y a d'autres trucs qui sont plus préparés, et voilà. Et en fait, ça dépend. Ça dépend vachement, ouais. Je sais pas, après, moi, c'est ma manière de travailler. Alors, faudrait en parler peut-être avec Guillaume Broust, qui est aussi connu dans le milieu. Et enfin, pas mal de gens qui sont dans le milieu pour voir comment eux travaillent. Mais moi, je sais que c'est comme ça que je travaille. Ok. J'ai en gros, on va dire, un salaire qui est assuré par ma création de contenu. Enfin, ma création d'images. Je sais pas si je peux dire contenu, parce que c'est pas forcément pour les réseaux sociaux, mais et après, j'ai des projets annexes. Si j'arrive à le financer, à payer tout le monde, c'est top. Mhm. Si j'arrive à me payer en plus, c'est super top. Si le projet est botte et qu'il n'y a pas de financement, bah, j'essaie de l'autoproduire. Et voilà, ça, c'est hyper variable. Les productions de films avec les athlètes, finalement, c'est ton coin de base à toi, là où moi je travaille en podcast à côté, et Ouais, puis c'est si tu arrives à obtenir des financements ou pas, quoi. c'est exactement ça. Ouais. Ok. La question que je me pose, c'est est-ce que tu penses que les marques partent parce qu'il y a un vidéaste et des athlètes particuliers, ou est-ce que tu penses que ça marcherait pareil s'il y avait des athlètes qui n'étaient pas connus et des vidéastes qui n'avaient jamais rien fait? C'est Je une vraie pense, question de la ouais, démocratisation de nos métiers, ouais, hein. ouais, bien sûr. Et ben, moi, j'aurais tendance à dire que j'ai eu la chance que Alpine Trilogy, il cartonne. Ok. Et on a fait les plus gros festoches européens. Et justement, cartonner pour un film de montagne, c'est faire les festivals ou c'est un nombre de vues particulier sur les réseaux? Enfin, comment Et ça ben en se fait, calcule? ça dépend ta cible. Ouais. Typiquement pour Alpine, nous on voulait que ce soit un film de festival, Mhm. donc on l'a mis en festoche. Donc Ok. il a cartonné, tout, on a fait Montagne en scène, on a fait les RCM, on a fait plein de gros festoches. On a eu beaucoup de prix Ok. et voilà, et il a eu une super vie. Ouais. Voilà, il est passé sur Trek TV également. Enfin, tu vois, c'est vraiment génial. Et après, en fait, ça dépend. Bah, tu vois, par exemple, le film, ce qu'on veut faire avec Tristan et Luna l'année prochaine, bah, typiquement, c'est pas. On se pose encore la question de la cible, mais c'est pas forcément les festivals qui vont peut-être nous intéresser. Alors peut-être ça va évoluer, mais pas forcément, en Ok. fait. Donc, c'est vrai que j'avais jamais pensé au fait que le festival était une cible. Je pense que ça confère d'un modèle économique, c'est ça que j'entends derrière. Et ben, les festivals, ils payent un droit de pouvoir utiliser ta vidéo Pour la montrer à leur pour la montrer. festivalité Ouais, qui paye une exactement. place derrière. Exactement. Quand Ok. tu gagnes des prix, tu gagnes aussi de l'argent avec. Ok. Donc ça peut être un moyen aussi de gagner de l'argent Et de et de financer financer le ton film. projet qui n'était pas Voilà, forcément au départ. Ok. exactement. Euh, mais t'es jamais sûr d'avoir un festoche. Mais c'est certain que après, quand tu vas voir des marques et que tu dis, bah voilà, moi j'ai déjà fait Montagne en scène, j'ai fait le Kendall Film Festival, j'ai fait le Chamonix Film Festival, j'ai fait les RCM, on a gagné le prix du public. Et si tu as des athlètes reconnus, bah c'est sûr que c'est plus facile d'aller chercher. Enfin, je pense que c'est plus facile d'aller chercher des financements. Parce qu'en fait, bah, tu as déjà un réseau, tu as Une manière de une manière de travailler. travailler, on connaît tes images, on sait de quoi tu es capable de faire. Pareil, Tristan et Luna, bah, le fait d'être champion du monde en cascade de glace, bah, ça aide en fait. Ouais. Si tu pars avec des athlètes qui sont pas encore connus et reconnus, tu prends le risque. Non, tu peux faire un truc hyper beau, mais partir sans argent, en fait. Ouais. Est-ce qu'il y a une idée de la performance derrière tout ça, justement, de se dire c'est la performance qu'on veut montrer? Toi, c'est quoi qui guide en fait tes films? Et ben moi, c'est pas forcément la performance. Euh,
Mais ça a vachement évolué. Tu vois, quand j'étais jeune et que je regardais les films de ski pour boys et tout, moi, c'est ce que j'appelle du ski porn, où on te montre de la belle poudreuse, tu vois, de la belle action. Ouais. Il y a aussi de la performance là-dedans. Ouais. Après, t'as les YouTube qui est arrivé et t'as eu énormément de vidéos d'escalade, d'alpi, et qui sont magnifiques, mais qui sont hyper basées sur la performance. Mhm. Et au début, j'aimais bien. Et maintenant, ça a un peu tendance à me fatiguer, tu vois, cette dose de performance. Parce qu'en fait, souvent, la pratique, bah, c'est pas forcément que de la... Enfin, il y a des gens qui sont là que pour la performance, mais en fait, à la base, c'est une passion, tu vois, c'est une pratique. Et je connais, bah, typiquement, Tristan et Luna, eux, ce qu'ils aiment, ok, ils sont champions du monde de cascade de glace, mais ce qu'ils aiment, c'est être dehors entre potes. Et donc, ou même que ce soit Nico, Seb, toi derrière, ils sont quand même, c'est des très très forts grimpeurs, hein, tu vois. Mais, par exemple, dans les films de Nico, je sais pas si t'en as vu, mais même dans les vieux films de Nico, tu sais qu'ils sont dans des big walls qui sont durs, mais c'est pas ce qu'ils montrent. Et moi, ça m'a vachement inspiré. Et en fait, moi, ce que j'aime montrer, c'est l'aventure. Moi, ce qui me plaît, c'est l'aventure, en fait. Et oui, forcément, ça en découle, il y a de la performance, mais c'est pas du tout ce que j'ai envie de montrer, en fait. C'est quoi pour toi l'aventure alors? Ouais, l'aventure, bah, je sais pas, en fait, elle peut avoir plein de formes différentes, suivant ce que tu pratiques, tu vois, mais l'aventure, pour moi, c'est, bah, tu vois, faire un vol en parapente, c'est l'aventure, ou partir avec mon VTT et traverser les Vosges et le Jura en VTT, tout en bivouac et sans assistance, bah, ça, c'est de l'aventure. Depuis peu, je fais aussi un peu d'ultra trail. L'ultra trail, pour moi, c'est une aventure, tu vois. Partir en montagne, juste faire un sommet, c'est l'aventure. Et l'aventure, elle se vit soit avec des gens, soit tout seul, ça dépend de ton caractère, de ce que tu as envie sur le moment. Ouais. Mais l'aventure, je sais pas, moi, c'est partir de mon appart et de vivre un truc À qui l'extérieur? sort de l'ordinaire, en fait. Ok. Et c'est l'aventure. Toi, ça peut être prendre le train pour aller à Berlin en vacances, ça, c'est l'aventure aussi. Ouais. Voilà, je sais pas, ça dépend, ça a plein de formes différentes, en fait. Ok, trop bien. T'es aussi un fanat de podcast. Ouais, Ouais, t'en écoutes beaucoup. ouais, ouais. La question, c'est la question de l'image ou du son. Quel est pour toi le pouvoir magique de l'image par rapport au son et vice-versa? C'est-à-dire que, tu vois, t'as quand même un médium qui est vidéo, je suis désolée, ma question n'est pas très claire, mais un médium vidéo qui mixe image, plan, histoire et son. Et d'un côté, tu as un média qui se concentre sur justement la parole, l'histoire, ce que les gens ont raconté. Mm, mm. Ça veut pas dire que l'un est mieux que l'autre, ou tu vois, mais c'est quoi pour toi Eh les ben, concordances ou les trucs qui sont complètement différents? moi, je pense que c'est hyper, hyper, hyper lié. Euh, pour moi, je pense que le son est presque plus importante que l'image. Parce que, tu vois, avec une histoire, un podcast, un livre audio, tu peux faire voyager les gens, mais si tu mets une image brute, sans musique, sans travail de sound design derrière, ou sans parole, ben en fait, ton image, elle sert à rien. Elle peut être magnifique, mais pour moi, ça véhicule pas grand-chose. Mhm. Et je pense que quand tu as un bon sound design, une histoire derrière, et que tu as des images, mais en fait, t'habilles ton son, en fait. C'est pas le son qui habille l'image, c'est l'inverse pour moi. Alors Ok. que je suis dans l'image, hein, tu vois, Ouais. mais c'est marrant, mais... Et en fait, pour moi, tu peux avoir une image un peu pourrie, tu vois, mais si tu as un super son, Ouais. et ben en fait, tu vas faire une super vidéo. Ouais. Alors que si tu as des belles images et tu sais, un son pourri où tu entends le vent, où tu comprends rien, ben en fait, ça va te fatiguer et en fait, ça va te décrocher du truc. Donc en fait, pour moi, le son, bah, que ce soit la musique, le sound design ou la parole, c'est hyper, hyper, hyper important et Ouais. encore plus que l'image en fait. Dans le film, là, justement, Priceless Climb, Climb, ouais.
Tu dis à Tristan ou à Luna, tu dis non mais fais un effort, je comprends rien à ce que tu racontes. On pourra pas utiliser ce rush. Ouais. Et c'est vrai que c'est là où je me suis dit, ah c'est rigolo. Ces images qui ont l'air prises sur le fait Et ben, semblent authentiques. Elles le sont, mais parfois, en tant que réalisateur, en face on a quelqu'un qui est un peu réticent. Effectivement, ça ne marchera pas. mais c'est marrant, on l'a quand même mis ce plan. Moi, j'ai beaucoup hésité. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que je suis hyper exigeant. Là, quand je parle à Luna, j'ai l'impression d'être hyper condescendant, tu vois. Et du coup, mais c'est la réalité des choses, en fait. C'est que souvent, je leur dis, allez, arrêtez, on gage de la péloche, tu vois. Parce qu'ils commencent à dire des conneries, et tu vois, en fait, c'est des rushs qui serviront pas. Parce que ça, je le sais. Et des fois, tu peux avoir une belle image. Et si ils font trop les cons, ou qui disent, parce que des fois, ils le font aussi pour m'embêter, et bah, du coup, ça va gâcher des beaux rushs, tu vois. Et des fois, bah là, typiquement, je le gronde presque. Et parce que, en fait, bah, c'est ultra important pour accompagner l'image, d'avoir quelque chose de cohérent, en fait. Et puis, mine de rien, des fois, on se censure aussi, tu vois. Tu peux pas mettre n'importe quoi quand ça passe sur des festoches. Donc, toi, ce qui va te faire rire avec Tristan ou Luna, ben là, c'était un peu le cas, ce qu'il disait, toi, ça me faisait rire, mais en fait, tu sais qu'en festoche, il y a des choses qui peuvent être compliquées, tu vois. Oui, parce que Et c'est un public qui est très large finalement. exactement, tu peux avoir des enfants, donc tu peux. Donc en fait, faut faire assez attention et des fois, bah voilà, des fois il y a des petits craquages comme ça où tu grondes les gars, quoi. Ouais. Mais ouais, mais là pour le coup, c'est 100% authentique. C'est marrant, je filmais, mais c'était 100% authentique, quoi. Mais à la base, je savais pas si je voulais garder justement ça ou pas. C'est pas dur d'avoir un rapport où c'est aussi tes potes, où t'es le réalisateur, le preneur de son, le preneur d'image, potentiellement celui qui va monter derrière, celui qui fait la ligne éditoriale, celui qui a cherché l'argent, celui qui va diffuser auprès des festivals, auprès du Ouais, public. Et puis je pense que j'ai oublié 1000 trucs qu'on fait ouais. aussi. Et ben c'est pour ça que j'essaye de m'alléger au maximum en fait. Par exemple pour Priceless Climb, on a bossé avec Solid Dream, Ok. qui est une boîte de prod et qui eux ont géré le montage. Moi je suis pas monteur de formation, je me suis formé sur le tas. Je suis carrément moins efficace qu'un vrai monteur. Et au final, quand tu vois quand j'ai une vidéo, enfin quand j'ai une vidéo à faire, j'étudie tout. Tu vois, si c'est un truc qui va me prendre 3 mois, alors qu'un monteur, ça va lui prendre un mois, eh ben, je préfère payer un monteur plutôt que moi de perdre 3 mois. On n'est pas rentable. Donc, du coup, nous, on a pris Solid Dream. Et puis, il y a autre chose que j'aime, c'est quand je prends un monteur, il a aussi sa vision des choses quand il voit les images. Et souvent, ça amène vachement de bonnes choses. Parce que moi, je vois des trucs et j'ai envie de faire des trucs Ouais. où j'ai des idées. Et parfois, j'ai tendance à me mettre des œillères. Et quand tu fais bosser une personne tierce, eh ben, elle va avoir d'autres idées. Et souvent, ça fait des trucs super chouettes. Complètement. Voilà. Mm. Là, Priceless Climb, c'est 3 semaines. On a eu Ah 2 jours de ouais. repos Ok. où tu filmes en permanence. Pour une demi-heure de film à la fin. 35 Exactement. minutes. Ouais, 30 minutes. 30 Ouais. minutes. Et bah ouais, en fait, tu filmes, tu penses à ce que tu dois filmer et à pas oublier, parce qu'une fois que t'es plus là, bah t'es plus là, et tu peux pas récupérer les images. Donc ça veut dire qu'après, sur le montage, bah, il faut que tu te débrouilles pour pouvoir, et ben, entre les plans, te dire, ah mince, là j'ai oublié de filmer ça, bah merde, je vais pas pouvoir faire ma transition comme je le voulais. Donc en fait, t'es toujours en train de penser à tout ça. La prise de son, moi je me suis formé, alors pas officiellement, je me suis formé avec énormément de vidéos sur YouTube parce que tu trouves énormément de contenu hyper intéressant, à savoir comment ça fonctionne, Mhm. comment tu fais ta prise de son pour qu'elle soit la meilleure possible, avoir le matos qu'il faut. Voilà, donc bah ouais, t'as aussi un peu, enfin je m'appelle pas ingé du son parce que je suis pas ingé du son, mais il a fallu apprendre comment faire pour avoir du bon son. Mhm. Faut faire reposer ses muscles entre deux grimpes quand Ouais, même. bon, alors Essayer de manger quelque chose. j'ai de la chance, je récupère vachement bien. Ok. Donc je pense que c'est à force de faire tout ça, tu vois, j'ai une capacité de récupération qui est assez bonne. Ok. Bah, penser à la bouffe, penser au campement. Et je pense que d'être avec des copains, parce que maintenant je peux vraiment dire que Tristan, Luna, c'est des vrais copains. Même Simon qui est dans le film. Et je pense que ça c'est un atout, tu vois.
Moi, j'aime pas travailler avec des gens juste parce que c'est le top du top, tu vois. Je cherche, mais depuis que je suis tout petit, hein, déjà à l'école, c'était comme ça. J'ai besoin de retrouver un affect. Tu vois, quand j'étais gamin, si mon maître ou ma maîtresse était cool et que je m'entendais bien avec, j'apprenais hyper facilement, c'était facile. Là, c'est pareil, tu vois, si je suis avec des athlètes qui sont dans le top niveau mondial, mais que j'aime pas ou que j'ai pas une bonne alchimie, eh ben, je pense que je vais pas réussir à produire quelque chose de bien. Je pense que quand tu fais des images, ça vient aussi un peu du cœur, tu vois. Mhm. Et donc, du coup, moi, j'ai besoin de retrouver un affect. Ouais. Et tu vois, notamment avec Tristan et Luna, on se connaît hyper bien. On connaît nos forces, on connaît nos faiblesses, on sait comment on fonctionne. Et du coup, limite, des fois, on n'a même plus à parler. Tu vois, quand on est sur une grande voie de 300 mètres, et chacun a sa tâche, c'est une équipe. Ouais, je pense que c'est un atout d'être avec des athlètes avec lesquels tu t'entends hyper bien, quoi. Où tu peux dire les choses, où tu sais qu'il n'y aura pas d'embrouille. Vous me faites chier, faites un peu les choses Ouais, comme c'est il ça. faut. Arrêtez de dire des conneries. C'est un peu ça, ouais. Tu fais aussi du reportage pour le service public, Ouais. qu'on peut voir notamment sur France 2, Voilà, notamment ouais. sur Télématin. Ouais, j'ai bossé donc déjà plusieurs fois avec Télématin, aussi avec Stade 2. Trop bien. Voilà. Bah ça, c'est une partie de mon travail que j'adore. Parce que ça me change complètement de ce que je fais. Il n'y a pas les mêmes codes, il n'y a pas les mêmes besoins. Tu vois, un reportage pour le grand public n'est pas la même chose qu'un documentaire pour le grand public, qui n'est pas la même chose que du contenu pour les marques qui va être destiné au public. Et en fait, c'est des codes qui sont hyper différents. Et notamment avec, que ce soit avec Stade 2 ou Télématin, tu bosses avec un journaliste qui, lui, en fait, a une idée. Au final, ton journaliste, ça devient un peu ton réalisateur, parce qu'il a une idée. C'est à toi de savoir retranscrire ses besoins en images. Ok. Et ça veut dire que vous vous retrouvez tous les deux sur le terrain? C'est ça. Donc, par exemple, pour Télématin, c'était en cascade de glace. Ok. Donc il, lui, te donne une idée des plans ou qui te dit juste je vais raconter cette histoire Voilà. à notre public. Qui dit, bah voilà, moi j'aimerais raconter cette histoire au public. J'aimerais ce type de plan, ce type de plan. Et tu vois, après, des fois, donc elle regarde. Si t'es en pied de, par exemple, de paroi, elle dit, ah bah tiens, ce serait cool si tu me resserrerais ce plan, je verrais bien ça. Moi, j'ai toujours tendance à dire que quand tu es, voilà, typiquement pour France 2, t'es un opérateur caméra et t'es un peu les bras et les yeux du journaliste slash réalisateur, en fait. Et en fait, il faut comprendre ses besoins pour pouvoir retransmettre sa vision des choses, en fait. Et tu vois, je bosse aussi, ça, il y a peu de gens aussi qui le savent, mais je bosse aussi pour une boîte de prod parisienne qui tourne des séries. Donc, notamment l'année dernière, j'ai tourné une série, moi j'appelle ça une série policière pour mémé. Ok. Ça s'appelle Léo Mattei. Je sais pas si ça te parle, c'est avec Jean-Luc Reichmann. C'est un policier, Ouais, c'est ça, c'est ça. qui fait des trucs en montagne. Alors non, lui, il fait pas des trucs en montagne. Alors, Ah, c'est pas celui-là. c'est pas celui-là, Parce qu'il y en a un Ouais. qui monte du Ouais, rocher. je crois que ça c'est Hugo Vincent ou un truc comme ça. Ok. Et en fait, donc Léo Mattei, qui est Jean-Luc Reichmann, souvent il accompagne des jeunes à travers leur vie, des jeunes un peu en difficulté. Et bref, et donc par exemple sur ce tournage, il y avait beaucoup d'escalade. Ils avaient besoin de cadreurs qui puissent tourner en paroi. Et là, c'est pareil, c'était tu vois, une expérience complètement différente. C'est le code du cinéma. T'as une personne pour tout. Tu vois, quand je suis en montagne, comme tu l'as dit, bah, je suis ingé son, cadreur, réalisateur, monteur pour après. Là, en fait, je suis que cadreur. Ouais. Et c'est génial. Je me concentre juste sur le cadrage. Et ouais. Et genre, t'as un gars ou une nana qu'on appelle le pointeur. Le pointeur, il se charge de la mise au point. Ok. C'est lui qui gère la mise au point, c'est pas toi. Ok. Donc ça, c'est ouf. T'as un assistant ou assistante qui, genre, te rig ta caméra, qui te porte ta caméra jusqu'au lieu de tournage. Mais non. Si, c'est un truc de fou. C'est complètement mais différent de ce que je fais. T'as un ingé son qui va faire la prise de son. T'as le réal qui va dire bah ouais, moi j'aimerais bien ça, je veux que t'arrives à avoir de l'émotion, donc tu me fais des plans serrés, machin. Donc tu vois, c'est une personne
pour chaque domaine, en fait. C'est Donc, fou. c'est un truc de dingue. Ah ouais. Voilà. Et tu vois, cette année, j'ai encore tourné donc, avec cette boîte de prod pour une série qui va sortir, je pense, courant 2024, début 2025, qui s'appelle, alors ça, c'est les dessins animés de mon enfance, ça s'appelle Cat Size. C'est un manga qui est sorti à peu près aux mêmes époques que Nicky Larson, où en gros, c'est trois sœurs Ouais. qui vont essayer de récupérer les œuvres d'art de leur père. Ok. C'est bourré de cascades et donc du coup, donc là c'est TF1 et Amazon Prime qui ont financé ça. Ok. Et donc il y a énormément de cascades, donc sur corde. Donc ils m'ont rappelé parce que eux ils hallucinaient. Enfin ce genre de, tu vois, de cadrage sur corde, eux dans leur milieu ça n'existe pas. Et du coup ils m'ont rappelé parce qu'ils étaient bien contents de ce que j'avais fait. Et tu vois cette année, fin d'année, j'ai tourné sur la Tour Eiffel. Voilà, en suivant les acteurs et les cascadeurs sur les poutres de la Tour Eiffel à 200 mètres de haut. Faut s'imaginer, là, t'as une caméra de cinéma, hein, donc ça pèse pas 3 grammes. Donc t'es suspendu à 200 mètres du sol. Et pareil, là, c'est marrant parce que tu vois le réalisateur, le chef-op, tout ça, ils hallucinent, tu vois. Ils sont là, non, mais c'est... Attention à pas Mais tomber. ouais. Alors que, toi, quand tu filmes, tu vois, t'es en montagne. Et quand t'es en montagne ou dans une paroi, t'es quand même hyper exposé. Ouais. Et là, c'est hyper sécurisé. Enfin, je prends moins de risques que quand je suis en montagne. Ouais. Donc, du coup, tu vois, j'ai filmé sur la Tour Eiffel, sur les toits de la Monnaie de Paris, sur le toit de Paris-Bercy. Ok. Enfin, tu vois, voilà, ça, c'est une autre facette de mon boulot qui est moins connue et que j'adore parce que c'est vraiment différent. Tu vois, genre, il y a un truc qui me fait rire à chaque fois. T'as quand même le goûter, quoi. Il t'apporte, t'as quand même deux personnes qui sont Dévolu. dévolues au thé, au café, au coca, enfin, au goûter, quoi. Et genre, ils t'emmènent des petits sandwichs. Enfin, c'est juste incroyable. Ok. C'est juste incroyable. Donc, tu vois, pour moi, en fait, la Tour Eiffel, c'était hyper mythique. Parce que je la connaissais, j'avais été à Paris avec mes parents quand j'étais petit, mais on l'avait vue de loin ou vue à son pied. Et là, de filmer à la Tour Eiffel, en fait, ça te fait entrer dans un endroit où les gens sont pas autorisés à aller. Donc en fait, j'ai cette chance, entre les repérages et les moments de tournage, bah, d'être dans des endroits où les gens peuvent pas aller. Et en fait, je suis hyper heureux d'avoir filmé là-haut, parce que je suis dans un monument qui est juste dingue, dans un endroit de dingue, et un endroit bah, où personne peut aller, quoi, où très peu de gens ont la chance d'y aller, quoi. Mais c'est fou parce que, en fait, tu vois, on tire le fil de la montagne et on se retrouve sur la Tour Eiffel. Bah, complet. Finalement, ça mène à tout. Bah, ça mène à tout. Et après, bon, bah, Paris, j'y vais, j'y reste pas longtemps. Ouais. C'est la grande ville. Ouais. Mais en fait, j'apprécie ces mouvements, en fait, qui me... Bah, ça, je pourrais... On parlait d'aventure tout à l'heure, je pourrais te dire que c'est une aventure, tu vois. Parce qu'en fait, elle me sort de mon quotidien et de mes habitudes. Ouais. Et en fait, je suis quelque chose de... Moi, je trouve que je suis hyper... Je sais pas si on peut dire chanceux, mais en tout cas, je suis hyper reconnaissant de toutes les opportunités que m'ouvre ce métier. Et du coup, j'ai de la chance de vivre des choses qui sont incroyables et hyper fortes. Et certes, je gagne beaucoup moins d'argent que dans mon ancienne vie. Mais par contre, c'est ouf toutes les histoires que je pourrais raconter à mes enfants si j'ai des enfants, à mes petits-enfants si j'ai des petits-enfants ou ailleurs, quoi. C'est vraiment assez incroyable. C'est un peu un hold-up pour moi d'être donc cadreur dans le milieu du cinéma. Parce que c'est un milieu assez, je sais pas comment dire, assez conservateur, on va dire, dans le sens où, pour être cadreur, normalement, il faut être assistant, après assistant de l'assistant, après t'es assistant chef-op, et après, une fois que t'as, je sais pas combien d'années de, de bagages, où tu peux te dire, ok, là, je vais avoir le droit d'être cadreur. Et moi, je suis rentré dans ce milieu grâce à ma spécificité sur corde. Et en fait, c'est un peu. Moi, je trouve toujours que c'est un hold-up, tu vois, mais parce que normalement, j'aurais jamais pu faire ça. Ouais. Et c'est vraiment génial de pouvoir faire ça. Et t'es hyper bien traité. Et c'est génial, quoi. Trop bien.
Une dernière question. Ouais. Est-ce que tu peux nous faire une recommandation de tes meilleurs podcasts, puisque tu en écoutes beaucoup, Ouais. pour les auditeurs du camp de base? Voilà. Alors, j'en ai un qui me revient. Je pense que c'est un des premiers podcasts que j'ai écouté. Ça s'appelle Transfert. De Slate. Exactement. Que j'adore et que j'écoute toujours. Il y a aussi, ça c'est mon côté Aude Rose, le podcast X, Ok. qui parle souvent d'amour. Ok. Du coup, ça me fait triper, mais j'écoute énormément ça, c'est trop cool. Trop bien. Il y a un autre podcast que j'aime, qui est pas tout à fait comme le tien, qui s'appelle Extraterrien. Ouais. Qui De est Bart Fent. Exactement. Qui interroge souvent des sportifs de haut niveau, des athlètes. Ouais. Et j'aime beaucoup. T'as Les Rescapés. Ça, c'est pareil. C'est un podcast de Louise Emerlé, je crois. D'accord. Et en fait, c'est des gens qui ont des accidents de vie, donc qui peuvent être tétraplégiques, paraplégiques, enfin, ou autres, tu vois, et qui s'en sortent, et qui ont, enfin, pour eux, qui ont une vie qui est totalement changée, mais qui sont plus heureux avec leur handicap que ce qu'ils n'étaient avant. Parce qu'en fait, ça leur a changé complètement leur vie et la manière de voir les choses. D'accord. Et ça, je trouve ça hyper inspirant, en fait. Ouais. Voilà, c'est... Trop bien. Mais il y en a des tonnes. Tu me parlais d'un podcast de la RTS aussi. Ouais, Je cherche désespérément dans mes notes. Alors, c'est un podcast qui a... Je crois que ça fait 3 saisons. Ouais. Donc, la RTS, c'est suisse. Je Ouais. crois que c'est une radio, hein, c'est ça ou C'est la télé... radio-télévision suisse. En fait, c'est notre maison de la radio et Ouais. notre France Télé français, Ouais. mais en Suisse. Et en fait, t'as une journaliste, son rêve, c'était de faire les 3 grandes faces nord des Alpes. On la suit dans son parcours à travers, je crois, 3 saisons de la réalisation de ces 3 grandes faces nord. Et je trouve que c'est hyper intéressant, parce que bon, elle parle de son entraînement, bien évidemment, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'historique de comment et quand elles se sont faites, et tout ce qui tourne autour de la montagne. Donc c'est assez intéressant. Ok. Et ça Voilà. s'appelle Face Nord. Ça s'appelle Face Nord de RTS. On mettra tous les liens en commentaire, en description Yes. du podcast. Et merci infiniment d'avoir fait la route depuis Pralognan-la-Vanoise pour venir à Grenoble, puisqu'on s'est loupé en Tarentaise. Ouais, bah merci à toi de m'avoir reçu. C'était super. C'était trop bien. Et puis là, j'en profite pour venir voir ma famille. Donc c'est cool aussi. C'était la bonne opportunité de me faire redescendre de mes montagnes. Et bah c'est super. Même si c'est vrai qu'on est très content au sommet aussi. Exactement. Merci beaucoup Damien. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles et à m'écrire un mot d'amour sur Apple Podcast ou Spotify. Encore mieux, transférez cette émission à une connaissance à qui elle pourrait plaire. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rien manquer. C'est gratuit. Pour découvrir les coulisses de réalisation du podcast, les prochains invités et d'autres histoires de montagne, inscrivez-vous sur le compte Instagram ou sur la newsletter sur www.campdebase-podcast.com. À bientôt dans le camp de base. Rencontre au sommet.